Au Bénin, les liens semblent définitivement rompus entre certains maillons clés de la majorité présidentielle et le chef de l'État. À l'issue d'un meeting politique, ils ont exprimé de vive voix leur déception de la gestion au sommet de l'État. Le président kenyan Uhuru Kenyatta comparaît ce jour devant la Cour pénale internationale. Il est arrivé ce mardi à Amsterdam à la veille de sa comparution. En sport, Roberto Di Matteo, nommé entraîneur du club allemand de Schalke. Sans club depuis 2012, il a pour mission de faire remonter Schalke dans les classements en Bundesliga. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous démarrons ce journal par la Centrafrique. La présidente de la transition centrafricaine, Mme Catherine Samba-Panza, a appelé ce mardi à ne pas lancer d'accusations hâtives après la disparition présumée de fonds donnés par l'Angola, ajoutant qu'elle apportera des détails le moment venu. Les populations ne doivent pas se fier aux rumeurs non fondées, notamment de détournement du don angolais et du supposé retour des Tchadiens dans ma garde reprochée. Il y a des agitations purement dues à des problèmes de conquête du pouvoir et du partage des postes, a déclaré la présidente Catherine Samba-Panza. Précisons que le magazine Jeune Afrique avait affirmé en septembre dernier qu'une partie des 10 millions de dollars en liquide donnés par l'Angola avait disparu dans la nature, suscitant notamment l'inquiétude des bailleurs de fonds internationaux. La Centrafrique, dont l'économie est à genoux, vit depuis sous perfusion de l'aide internationale, notamment des pays de la région comme le Congo-Brazzaville et l'Angola. Le Bénin à présent, les liens semblent définitivement rompus entre certains maillons clés de la majorité présidentielle et le chef de l'État Thomas Boni Yayi. À l'issue d'un meeting politique, certaines figures phares du pouvoir en place, dont la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, ont exprimé de vive voix leur déception de la gestion au sommet de l'État, au point même de regretter le choix porté sur l'homme actuellement au pouvoir. Des précisions à travers ce reportage. À chaque jour, sa mobilisation au Bénin. Celle-ci se veut en rupture totale avec celle observée jusque-là. En croient ses organisateurs, cette mobilisation entend amener la masse populaire, les Béninois de façon spécifique, à savoir agir et non gémir devant un pouvoir dont les modes de fonctionnement, dit-on, sont carrément d'une époque révolue. Que construisons-nous dans ce pays? Quel est ce pouvoir qui téléphone à des responsables politiques d'aller dire à Bopa, c'est le professeur Naturel Nago, allez l'insulter, allez le dénigrer, allez dire qu'il n'est rien. Ces faits et bien d'autres auraient créé une désaffection pour l'alliance de mouvements et partis politiques FCBE ayant porté le chef de l'État au pouvoir. Il n'y a pas une seconde de concession à laisser au régime actuel. Sur les élections à venir, je vais vous dire quelque chose. Élection ou pas élection, il partira. À la suite des leaders de mouvements et partis politiques de l'opposition, ces ténors de la mouvance ont exprimé le désarroi et jeté à la limite le pavé dans la mare. Pardonnez-nous de n'avoir pas été assez vigilants en ce moment-là. Notre choix s'est porté sur un homme qui n'est pas celui qu'on croyait. Encore une fois, pardonnez-nous. Un mea culpa qui sonne comme une rupture, un divorce consommé. Le secrétaire général des FCBE accepte à ses corps défendants ces récriminations. Il n'y a pas eu de poignard, il n'y a eu que de la vérité. Les cris vont faire place à l'action commune et le Bénin s'en trouvera plus que grandi. Le coordonnateur national des Foscori.Bénin émergent approché s'est gardé de tout commentaire, mais dit en croire à peine ses yeux. Moi, je n'ai aucun motif de déception par rapport au docteur Bouniaï que j'ai suivi depuis 2002-2003. Et ça, le Bénin se développe. Des voix discordantes au sein d'une même famille politique, d'aucuns y voient un signe avant-coureur d'un malaise profond de fin de mandat. Les caciques du pouvoir, eux, font toute une autre lecture de la situation. Il y a simplement un coup de vent éphémère et donc la maison FCBE, elle, tiendra quoi qu'il arrive.
Le président kenyan Uhuru Kenyatta sera ce jour devant les juges de la Cour pénale internationale. Il est arrivé ce mardi à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam à la veille de sa comparution devant la Cour pénale internationale. Il s'agit de la première comparution d'un chef d'État en cours de mandat devant cette juridiction. Il a déjà comparu une fois devant la CPI, mais avant son élection à la magistrature suprême en mars 2013, Uhuru Kenyatta accusé de crimes contre l'humanité pour sa responsabilité présumée dans les violences post-électorales de fin 2007 et début 2008 dont son pays avait pris de court toute la classe politique de son pays en annonçant publiquement ce lundi son intention de répondre à la convocation de la CPI à titre personnel et non comme chef d'État du Kenya. Avant de quitter le pays, il a délégué ses pouvoirs à son vice-président William Ruto. Les auteurs de l'attaque qui a coûté la vie à 9 casques bleus nigériens au Mali seront poursuivis et châtiés pour l'ignominie de leurs actes. Il s'agit là d'une promesse faite ce mardi par le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou. C'était au cours de la cérémonie d'hommage rendue à ces casques bleus qui ont péri dans une attaque djihadiste revendiquée par un groupe armé proche du Moudjahou et lié à l'Al-Qaïda. Reportage. Un hommage funèbre a été rendu aux 9 soldats tués le 3 octobre dernier dans l'attaque de convoi du contingent nigérien de la MINUSMA dans la région de Gao au nord-est du Mali. Sur le parvis du siège de la mission de l'ONU à Bamako, où étaient déposés leurs cercueils, les 9 militaires recouverts du drapeau bleu ciel des Nations Unies ont tous été décorés à titre posthume. La cérémonie a rassemblé des autorités maliennes, dont les ministres de la Défense Ban Dao et des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, mais aussi des responsables de la MINUSMA et de l'opération militaire française au Sahel Barkhane. En vous portant les condoléances et la grande tristesse du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, je voudrais vous dire à quel point nous avons, depuis New York, vécu l'intensité de cette tragédie. Une tragédie qui vient après de nombreuses autres. Ce ne sont pas moins de 30 casques bleus qui ont fait le sacrifice de leur vie depuis le début de la MINUSMA. Que les responsables ne l'ignorent pas, ils seront châtiés, ils seront poursuivis, ils paieront l'ignominie des actes qu'ils ont commis. Le gouvernement malien et 6 mouvements armés du Nord ont signé en juin à Alger une feuille de route des négociations pour ramener la paix et sont engagés depuis septembre dans un deuxième round des discussions qui n'ont cependant permis pour l'heure aucune avancée notable. En même temps, il faut que tous les groupes armés qui se trouvent dans le nord du pays se tiennent à leurs paroles, se conforment aux engagements qu'ils ont pris à Alger de travailler avec nous pour faire en sorte que le nord du Mali retrouve la paix civile, que les populations que nous avons mission de protéger n'aient plus à souffrir, n'aient plus à être menacées dans leur quotidien, dans leur chair parfois. L'attaque a été revendiquée par un djihadiste malien proche du mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moudjahou, un des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda qui ont à un moment donné contrôlé le nord du Mali. Et puis parlant toujours du Mali, précisons qu'un casque bleu sénégalais a été tué ce mardi par des tirs de roquettes contre le camp de la mission des Nations Unies au Mali, à Kidal, dans le nord-est de ce pays, a indiqué à l'AFP un responsable de la MINUSMA dans le nord. Il y a eu au moins 4 roquettes tirées sur le camp de la MINUSMA de Kidal. Pour le moment, le bilan provisoire fait état d'un mort, un casque bleu, selon la même source qui a également fait état d'un blessé léger. 6 à 7 explosions ont été entendues, mais 5 roquettes tirées sur le camp, a précisé donc ce responsable. Précisons également que ces tirs interviennent du moins 4 jours après une attaque meurtrière contre la MINUSMA qui a coûté donc la vie à 9 soldats nigériens dans la région de Gao. Un autre élément dans cette édition à présent, une force spéciale contre Boko Haram entrera en vigueur à partir du mois de novembre prochain. Réunis en urgence à Niamey hier, 4 pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé donc de créer une force multinationale pour contrer la menace du groupe islamiste Boko Haram, dont la montée en puissance constitue un grave facteur d'instabilité pour la région. Reportage.
Quelques 700 soldats des armées du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun composeront cette force régionale dont la création avait été décidée en juillet. La participation du Bénin, invité au sommet, n'est pas encore connue. Le sommet doit finaliser l'examen du déploiement des bataillons de cette force tout au long des frontières, a annoncé le président nigérien Mahamadou Issoufou, hôte de la réunion. Une stratégie commune doit également être mise en place afin de mieux mutualiser les capacités opérationnelles et de renseignement des armées participantes. Une politique d'entraide judiciaire en matière de lutte contre le terrorisme et le banditisme est appelée à accompagner la coopération militaire, a aussi expliqué le président Issoufou. Ce sommet se déroule alors que rien ne semble pouvoir endiguer la montée en puissance de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria, où le groupe menace désormais de s'emparer de la capitale de l'état de Borno, Maïdougouri, un carrefour régional de près de 1 million d'habitants. Les combattants islamistes ont également pris le contrôle ces derniers mois de plusieurs localités frontalières de l'extrême nord du Cameroun voisin, où ils multiplient les incursions malgré le déploiement de troupes d'élite de l'armée camerounaise. Ce lundi déjà, au moins 8 personnes ont été tuées dans une localité de l'extrême nord du Cameroun au cours d'une attaque à la roquette attribuée au groupe islamiste selon des sources de sécurité locales. Jamais depuis l'accession à leur indépendance, la survie de nos pays n'a été aussi menacée par le terrorisme, par les forces de la division et par le crime organisé, a affirmé le président Mahamadou Issoufou du Niger. La Guinée-Bissau à présent s'est dotée d'un nouveau procureur général qui a été installé dans ses fonctions ce mardi, près de 4 mois après la démission de son prédécesseur, s'étant opposé à la candidature de l'actuel président. José Mario Vaz, a constaté un journaliste de l'AFP. Herménigliodo Pereira, 42 ans, spécialiste des questions financières, était précédemment en charge des délits économiques au sein du parquet. Il a été nommé par décret présidentiel le 2 octobre et installé le week-end dernier et investi ce mardi. Le Fonds monétaire international a rendu public ce mardi son rapport biannuel sur les perspectives mondiales. Un rapport plutôt favorable pour l'Afrique qui, selon l'institution, gardera une croissance robuste quoique menacée par l'épidémie d'Ebola et faisant face à trop de dépenses publiques. Reportage. L'Afrique subsaharienne conservera en 2014 une croissance robuste de 5,1% en moyenne et 5,8% en 2015. C'est ce que véhicule le rapport biannuel du FMI sur les perspectives mondiales, lequel rapport souligne cependant des risques sur l'activité économique. L'épidémie d'Ebola est mise en relief. Au-delà des graves implications humanitaires, cette épidémie liée au virus Ebola fait payer, au dire du FMI, un lourd tribut économique à la Guinée, au Libéria et à la Sierra Leone. L'institution prévient par la même occasion que si l'épidémie devait durer davantage ou se propager à d'autres pays, les conséquences seraient dramatiques pour l'Afrique de l'Ouest. Dans ce rapport, le FMI attire également l'attention sur le caractère dépensier de certains États africains qui affichent de ce fait des signes croissants de vulnérabilité en matière de finances publiques. Parmi eux, l'Afrique du Sud, pays le plus industrialisé du continent, et dont le FMI a de nouveau revu à la baisse la croissance du PIB à 1,4% en 2014, puis 2,3% en 2015. 3 facteurs seraient selon le FMI à la base du marasme sud-africain. Il s'agit des grèves prolongées, la faible croissance des entreprises et l'approvisionnement électrique tendu. Toujours en page économie, précisons que la grève record des pilotes d'Air France qui a affecté la compagnie durant 2 semaines le mois dernier pourrait avoir un impact de l'ordre de 500 millions d'euros sur les comptes 2014 du groupe Air France. KLM a annoncé ce mercredi la direction de ce groupe. Le conflit mené par les pilotes opposés au développement d'Air France dans l'aviation low cost a entraîné en septembre un effondrement de 15,9% du trafic passager et de 17,7% du trafic cargo du groupe. Son impact sur le résultat d'exploitation du 3e trimestre est évalué par la direction entre 320 et 350 millions d'euros. Mais ce montant risque de s'alourdir, le groupe craignant subir d'ici la fin de l'année les contre-coups d'une fuite de sa clientèle.
La probabilité que s'étende aux États-Unis l'épidémie du virus Ebola est faible selon le président Barack Obama. Le président américain convie les autres dirigeants à mettre plus de détermination dans la lutte contre l'épidémie qui frappe l'Afrique de l'Ouest. Pendant ce temps, une aide-soignante espagnole a également contracté le virus. Le gouvernement espagnol a confirmé la première contamination connue hors du continent africain. Reportage. Le président Barack Obama a réaffirmé lundi que les risques d'une épidémie d'Ebola aux États-Unis étaient extrêmement faibles. Mais il a appelé ses homologues à travers le monde à s'engager plus fortement pour contrer l'épidémie qui frappe l'Afrique de l'Ouest. L'état du Libérien hospitalisé au Texas, première personne à avoir été diagnostiquée avec Ebola hors d'Afrique, restait lundi très grave mais stationnaire. Étant donné les mesures mises en place, la qualité de notre système de santé et la nature du virus Ebola qui ne se transmet pas facilement, les risques d'une épidémie d'Ebola aux États-Unis sont extrêmement faibles. Barack Obama a par ailleurs estimé que la réponse de la communauté internationale face à l'avancée de l'épidémie en Afrique de l'Ouest était insuffisante. Même si nous avons constaté une grande mobilisation de la communauté internationale, certains pays ne sont pas montés en puissance comme il aurait dû. C'est un dossier auquel tout le monde doit participer et agir rapidement pour garder le contrôle sur la situation. Donc je vais mettre la pression aux chefs d'État et de gouvernement à travers le monde pour qu'ils fassent tout ce qu'ils peuvent pour se joindre à nous dans cette lutte. Certains petits pays déploient de larges moyens alors que de grands pays ne font pas assez d'efforts. Le Pentagone pourrait déployer au total près de 4000 soldats en Afrique de l'Ouest pour participer à la lutte contre l'épidémie d'Ebola, soit 1 millier de plus que prévu dans le plan annoncé initialement par Barack Obama. Du côté de l'Espagne, une aide-soignante espagnole qui avait traité 2 missionnaires morts de la fièvre Ebola dans un hôpital à Madrid a contracté le virus. Le gouvernement espagnol confirme la première contamination connue hors d'Afrique. Nous travaillons à déterminer la source de contact et à vérifier si tous les protocoles ont été respectés strictement. L'on se demande encore le moyen par lequel la contamination s'est effectuée, puisque toutes les dispositions sécuritaires auraient été respectées au moment des soins qu'administrait la soignante. En ce moment, nous cherchons quel a pu être le mécanisme d'infection de cette professionnelle qui est entrée dans la chambre du patient à 2 occasions, l'une pour des soins directs, l'autre après son décès pour récupérer du matériel. La Commission européenne a demandé des éclaircissements à l'Espagne pour détecter la faille dans son système de santé qui a permis la contamination par le virus Ebola d'une aide-soignante d'un hôpital madrilène. Indication faite mardi par un porte-parole. Le sport à présent dans cette édition, l'attaquant de l'équipe de France, Karim Benzema, a touché à la hanche droite, a écourté sa séance d'entraînement collectif ce mardi en fin d'après-midi à Clairefontaine, à 4 jours du match amical des Bleus contre le Portugal au Stade de France. Selon un membre du staff médical des Bleus, il est arrivé à l'entraînement avec une douleur à la hanche droite qui s'est réveillée sans gravité. Il a donc écourté sa séance par précaution. Benzema a quitté le terrain d'entraînement au bout de 20 minutes, au cours desquelles il a régulièrement touché et massé sa hanche. Par ailleurs, 3 joueurs se sont entraînés à l'écart du groupe. Il s'agit du latéral gauche Patrice Evra, qui a couru seul sur un terrain annexe, ainsi que le gardien de but et capitaine de l'équipe française Hugo Lloris, et le défenseur Laurent Koscielny, qui a eu droit à une séance spécifique. Précisons que le samedi prochain, la France accueille le Portugal pour un match non comptabilisé dans le cadre des qualificatifs pour les qualifications, du moins pour l'Euro 2016. Elle jouera ensuite le mardi prochain en Arménie. Toujours en sport, Roberto Di Matteo a été nommé entraîneur du club allemand de Schalke à la place de Jens Keller, remercié sans club depuis 2012 après son licenciement de Chelsea, club avec lequel il a remporté une Ligue des Champions. Roberto Di Matteo, c'est son nom, aura pour mission de faire remonter Schalke dans les classements de la Bundesliga et de produire les résultats en Ligue des Champions. Après cette journée, Schalke occupe une triste 11e place au classement de la Bundesliga. Des résultats qui font tâche du moins pour un club qualifié en Ligue des Champions et candidat à une nouvelle qualification européenne en fin de saison. Reportage.
Roberto Di Matteo a été nommé entraîneur de Schalke 04 après le renvoi de Jens Keller, a annoncé mardi le club allemand. Di Matteo, 44 ans, succède à Keller en poste depuis 2012, mais qui connaissait un début de saison difficile avec une 11e place du championnat d'Allemagne, seulement 2 victoires après 7 journées. Keller était sur la sellette depuis la défaite face à Hoffenheim, 2-1, et le nul à domicile contre le club slovène de Maribor en Ligue des Champions, 1 but partout. Ancien international italien, Di Matteo, d'origine suisse, a notamment évolué sur les bancs de la Lazio et Chelsea. En tant qu'entraîneur, il a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea en 2012, après avoir pris la tête des Blues en cours de saison. Keller devient ainsi le deuxième entraîneur licencié depuis le début de la saison en Bundesliga, après Mirko Slomka à Hambourg. Voilà, madame, monsieur, ce sera tout pour cette édition. Mais avant de partir, notre proverbe africain habituel nous vient aujourd'hui de l'Afrique du Sud et dit « Si en te baignant, tu as échappé au crocodile, prends garde au léopard sur la berge. » Je répète, si en te baignant, tu as échappé au crocodile, alors prends garde au léopard sur la berge. Un proverbe africain qui nous vient bien évidemment de l'Afrique du Sud. Merci une fois encore de nous avoir suivis. L'information est en continu, l'information d'Afrique d'ailleurs est en continu bien évidemment sur notre site internet sikatv.info.